Bienvenue aux premières rencontres réuniques à la friche Belle de Mai pendant ces 3 jours jusqu'à vendredi. Stéphane Delahaye, délégué régional d'Arcenay, quand il préparait ces rencontres, m'avait demandé de voir si on pouvait organiser un moment de rencontre culturelle au sens assez large du terme sur ces questions numériques. Il m'avait dit 2 choses. Il m'avait dit, est-ce que dans le titre tu pourrais mettre révolution ? Il m'a dit, pas chiche que tu mettes ton t-shirt Superman pour l'animer. Donc dans le titre, on a mis révolution, parce qu'il fallait mettre révolution. Alors ça tombait bien parce que Amel Guiton a écrit un bouquin qui s'appelle Hacker au cœur des révolutions citoyennes. Donc d'un coup, ça faisait penser à inviter Amael, qui était déjà venu l'année dernière, qui est journaliste, qui était déjà venu l'année dernière, invité par Zinc, sur une table ronde autour de la sortie de son livre. Et puis, autour des questions citoyennes, autour des questions de révolution citoyenne, mais il y avait quelque chose qui me titillait à la lecture du livre d'Amael, quand elle décrypte, alors tu vas y venir nous en parler, mais en décryptant ce qu'on va appeler ces milieux multiples et variés des hackers, il y avait quelque chose qui faisait énormément penser à ce qu'on vit dans les espaces publics numériques, dans nos ERIC, dans nos lieux, c'est-à-dire la manière dont on va à la fois développer de l'usage et de la pratique, et dont on va développer aussi des premiers aspects de communauté ou de collectif. Et donc là-dedans, il y avait dans ce petit truc qui me titillait, il y avait ce mot médiation, médiation, et en se disant dans nos lieux, quand on essaie de faire de l'appropriation des technologies, quand on essaie d'accompagner les gens autour de ces transformations-là, on utilise souvent le fait que la pub préempte beaucoup les usages. La pub de l'iPhone, les pubs des tablettes Microsoft parlent beaucoup d'usages, parlent beaucoup de pratiques au-delà de la technologie, même si elles en parlent un peu. Et d'un coup, ça faisait penser à quelque chose qu'on a commencé à aborder avec Gilles tout à l'heure. Gilles Roff, qui est journaliste, qui est correspondant du Monde, tu diras tes autres titres là-dedans, qui a fait pas mal de documentaires, qui a travaillé à Marseille l'Hebdo et à la Provence, en travaillant sur le site web de la Provence à l'époque. De la place des médias aujourd'hui dans cette appropriation des usages, dans la fabrication des images qu'on a des usages et des pratiques, et entre autres, si on fait le lien avec ce qu'Amael a écrit autour des révolutions arabes, comment on en parle aujourd'hui de ces technologies, et la place des médias comme étant un potentiel médiateur important aussi à côté de nous et de nos lieux sur ce que sont ces pratiques. Et enfin, Yannick, qui est là, qui vient d'Arles, qui est responsable des projets numériques de l'École nationale supérieure de la photo d'Arles, qui était anciennement au MUSEM, tu nous dirais, tu passeras. Il est président d'une association aussi qui a un sigle qui est un peu compliqué, je le laisserai Yannick, tu le diras tout à l'heure, et qui a fait venir un certain nombre d'intellectuels et de penseurs autour du numérique depuis quelques années, entre autres à l'Alcazar à Marseille. Et Yannick, autour de cette terme de révolution, en partant de Mucem et en arrivant à l'École nationale de la photo d'Arles, qui est quand même à Arles et autour des rencontres internationales de la photo, un des endroits où on parle de ces nouvelles formes d'image, de ces nouvelles formes d'usage, de ces nouveaux contenus qui sont en train de se propager, dont, entre autres, autour d'une exposition qu'on avait découverte en 2011 qui s'appelait From Here On. À partir de maintenant, les choses vont changer, qui font que on a à Arles, dans notre région, un espace où on peut découvrir ces transformations fortes des pratiques numériques. Ça veut dire parler, Yannick, autour de ce qui se joue dans le monde de l'éducation, qui est, je trouve, ce 3e lieu, au-delà des collectifs de citoyens, au-delà des enjeux des médias et de ce qui se pose dans les médias, ce qui est l'éducation supérieure, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans nos écoles autour du développement de ces pratiques et de ces usages. L'école comme autre espace, l'école avec un grand E, mais l'école comme autre espace aussi de ces médiations. Donc on a commencé par les parcours de ces 3 invités, Amael, Gilles et Yannick, pour après, peut-être rapidement, comme on n'est pas forcément nombreux, il y en a toujours qui arrivent un peu après, pour rattraper, mais pour après échanger avec vous, donc autour de cette idée que des révolutions citoyennes, on a effectivement une sphère publique, une sphère privée qui se modifie. Quelles sont les médiations aujourd'hui avec ce que transforment nos outils
fortement dans nos quotidiens. Quelles sont les médiations aujourd'hui qui s'opèrent, qui se jouent? Qu'est-ce qui est en train de se construire pour nous permettre de reconstruire ces sphères publiques, ces sphères privées, ces espaces où on agit avec ces nouvelles technologies? L'idée était non pas de proposer que des paroles d'experts, mais d'échanger avec vous, d'essayer de faire culture commune sur ces transformations, aussi donc rapidement de vous donner la parole. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'être là, de braver la chaleur, les grèves de la SNCF &Co. Amael, on va commencer avec toi. Hacker, journaliste, tu écris ce bouquin Hacker. Qu'est-ce qui t'amène dans ton parcours à t'intéresser à ces communautés, à ces gens divers et variés? Il y a deux réponses. Il y a une réponse sur un temps long et une réponse sur un temps court. La réponse sur le temps long, c'est que moi, je suis d'une génération qui a connu l'avant Internet, mais qui l'a vu arriver quand même assez tôt. Dans mon cas, à partir du milieu des années 90. Et je me suis intéressée assez rapidement aux logiciels libres, c'est-à-dire à ces logiciels qui sont élaborés par des communautés de développeurs et d'utilisateurs, qui sont librement reproductibles, partageables, modifiables et dont le code source, dont le code du programme est ouvert. Et je m'y suis intéressée, pas tant pour des raisons techniques, même si j'ai toujours eu une appétence certaine pour les ordinateurs, mais plus pour des raisons politiques, parce que je trouvais ça vachement intéressant finalement qu'on puisse élaborer collectivement des programmes et qu'on puisse se réapproprier sa machine aussi, parce qu'il y a cette dimension-là, c'est quand on utilise du logiciel libre, c'est aussi pour pouvoir à un moment donné mettre les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est un truc assez ancien, et il est d'ailleurs assez probable que du coup, j'ai côtoyé des hackers sans même le savoir, parce que ça fait partie de leurs fondamentaux, vraiment. Si on remonte l'histoire du hacking dans les années 50 au MIT, c'était des étudiants qui voulaient comprendre comment marchaient les ordinateurs, voulaient les faire tourner, voulaient écrire des trucs pour leur faire des choses bizarres, y compris de la musique ou des jeux vidéo assez tôt. Il y a toujours eu une dimension assez ludique. Et donc, effectivement, il y avait ce terreau-là. Et puis après, la réponse sur le temps court, c'est il y a eu deux événements à partir de 2010. Le premier, ça a été l'irruption de Wikileaks, c'est-à-dire d'un acteur politique nouveau, d'un projet porté par des gens qui venaient de la technologie, mais qui est un projet profondément politique. Si certains d'entre vous ont un peu de temps à perdre, je vous conseille de lire une conversation absolument passionnante qui a été publiée intégralement sur le site de Wikileaks entre Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks, et le patron de Google, qui était venu le voir à l'époque où il commençait à écrire un livre qui est paru l'année dernière, The New Digital Age, et il lui demande ce que c'est que Wikileaks. Et la manière dont Assange le décrit, c'est un projet de moralisation de la vie politique par la circulation de l'information. Donc on a cet acteur-là qui arrive, qui est nouveau, qui en plus prétend, et pas à mauvais titre par ailleurs, faire le travail que les journalistes ne font pas suffisamment, aller chercher des sources, protéger des sources et faire circuler beaucoup d'informations. Et puis après, il y a eu Anonymous, c'est-à-dire moi qui avais vécu aussi l'émergence des mouvements altermondialistes avec des formes politiques beaucoup plus fluides, beaucoup plus horizontales que les partis traditionnels. Avec Anonymous, on avait ça porté à son maximum, c'est-à-dire effectivement quelque chose d'extrêmement fluide, de complètement ahiérarchique, de très ouvert, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, et qui prétendait utiliser l'outil technologique à des fins politiques, à des fins notamment de hacking médiatique, entre guillemets, de défendre des causes, y compris par des actions parfois assez spectaculaires, ou de venir en soutien, en force supplétive, à des mouvements sociaux profonds. On l'a très bien vu au moment des printemps arabes. Anonymous s'est beaucoup mobilisé pour aider les cyberdissidents, pour médiatiser ce qui se passait en Tunisie, en Syrie, etc. Et moi, je me suis retrouvée confrontée à ce que j'estimais être des acteurs politiques nouveaux, assez inédits, et j'ai commencé à creuser un peu, notamment à aller par exemple sur des canaux de discussion Anonymous, où je me suis rendu compte que finalement, quand on les regardait pas comme des bêtes curieuses et qu'on allait les voir, ils n'étaient pas du tout fermés et pas nécessairement hostiles aux journalistes d'ailleurs, et qu'au contraire, ils étaient tout à fait prêts à expliquer ce qu'ils faisaient, etc. Et puis, en continuant à creuser, je me suis rendu compte à quel point il y avait, et ça c'est pour en venir finalement à la question de la médiation, à
quel point il y avait derrière tout ça quelque chose de très fort du côté de la réappropriation finalement. C'est-à-dire c'est des gens qui disent aujourd'hui la plupart des citoyens sont dépossédés de l'outil technologique, en sont un peu esclaves finalement, c'est-à-dire c'est la machine qui fait et c'est pas nous. Et le discours dont ils sont porteurs, c'est de se réapproprier ça, de se dire soit c'est l'utilisateur qui contrôle, soit c'est la machine. Mais ça peut pas être les deux en même temps. Donc il faut que ce soit l'utilisateur qui contrôle ces outils. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit que finalement, il y avait. Pourquoi j'ai écrit le bouquin, en fait, c'est assez simple. C'est parce que moi, je découvrais un monde qui m'était jusqu'alors assez inconnu, que ce que j'en découvrais n'avait pas grand-chose à voir finalement avec ce que je pouvais en lire dans les médias dominants. Enfin, c'est pas pour jouer les rebelles ou quoi que ce soit. Le nouvel passionnariat mais c'est vrai que ça correspondait pas au reportage que je pouvais voir sur TF1, par exemple. Et j'avais envie, en fait, de leur donner la parole pour qu'ils racontent ce qu'ils font. Et surtout, j'avais le sentiment que, et ça c'est encore, on retombe en plein sur la question de la médiation, qu'à l'heure actuelle, on manque finalement d'interface humaine entre les gens qui maîtrisent la technologie, qui savent l'adapter à leurs besoins, qui savent se la réapproprier, et l'immense majorité des citoyens qui ont le sentiment d'en être totalement dépossédés. Or, il se passe énormément de choses dans les sphères techniques, et il y a besoin d'explications. Il y a besoin d'expliquer ce que fait Google, il y a besoin d'expliquer ce que fait Facebook avec nos données, il y a besoin d'expliquer ce que font, pour reprendre des grands débats récents, les agences de renseignement quand elles surveillent le réseau. Il y a besoin d'expliquer ce qui se passe dans les tiers-lieux où précisément on entend donner au plus de monde possible la capacité de se réapproprier la technologie. En fait, il y a besoin de gens pour expliquer la manière dont le technique impacte le politique au sens très large. Ça ne le renouvelle pas totalement, on aura probablement l'occasion d'y revenir. Il y a des choses qui bougent plus vite que d'autres, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui se passent sur Internet de manière générale et dans les sphères numériques au sens très large. Et il y a besoin de passeurs, en fait. Moi, j'ai écrit ce livre pour être une passeuse. Et en fait, je l'ai dédicacé à ma maman, mais c'est pas du tout un gag, je l'ai écrit pour ma mère. Voilà, c'est pour que quelqu'un comme ma mère, qui est très loin de tout ça, puisse comprendre ce qui était en train de se jouer. Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans d'enquête, de travail? En réalité, ouais, je dirais 1 an et demi. 1 an et demi. Ça part de Wikileaks, on passe par les révolutions arabes dans le bouquin, on passe par les révolutions un peu érables à la fin, au Québec, ce qui s'est joué là-bas. Dans ce trajet-là, qu'est-ce qui t'a marqué? Quelles sont les figures? Parce que c'est un bouquin qui est presque une forme de monographie des différents groupes les uns derrière les autres au travers des différentes actions. Il n'y a pas de typologie, il n'y a pas de souci d'exhaustivité. C'est une histoire que tu racontes, c'est une histoire très contemporaine qui est en train de se passer là. Ça s'arrête juste avant Snowden. Hein, il est paru juste avant. Voilà, il est paru juste avant. Un mois avant, c'est ça en fait, il est paru en mars et Snowden a balancé les premiers documents en juin. Donc, mais il y avait déjà des choses qu'on sentait venir avant même la sortie des documents, de fait. Un peu béotienne ou un peu, ne connaissant inculte de ces choses-là, de ces hackers-là, qu'est-ce qui t'a marqué dans leur rencontre quand tu les as... Tu disais l'interface humaine, c'est des gens, des hommes, des femmes, oui, c'est-à-dire qu'on en a souvent une image qui est très construite et qui s'est d'ailleurs construite essentiellement à partir de la fin des années 80 et dans les années 90, de petits génies de l'informatique qui passent leur temps à pirater des systèmes d'information de manière un peu, presque pour l'amour de l'art. Ou alors il y a le côté obscur du type qui va pirater votre compte bancaire, votre numéro de carte bleue. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ces communautés que je découvrais étaient en réalité très éloignées de ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement des types qui font du piratage à des fins extrêmement personnelles, d'enrichissement, etc. Mais moi, ce que j'ai croisé le plus, c'est au contraire des gens qui sont extrêmement ouverts, qui sont très contents qu'on vienne les voir et qu'on s'intéresse à ce qu'ils font et qui sont très contents justement de transmettre leur expertise. Alors ceci dit, c'est assez paradoxal parce que y a chez les hackers une forme d'élitisme aussi, parce qu'on fait aussi les choses pour l'amour de l'art. Il y a
toujours une petite question de performance, mais tout ça est contrebalancé, enfin en tout cas moi je trouve, hein, par une volonté oui, d'éducation populaire. Enfin, en tout cas moi c'est beaucoup ça que j'ai croisé, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement ouverts, qui communique énormément. Peut-être aussi ce qui m'a marqué, c'est on en a souvent l'image du type avec sa capuche sur la tête, derrière son ordinateur, qui sort pas de chez lui et qui est un peu un sociopathe. Et moi, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de ces communautés-là, en réalité, se rencontraient beaucoup dans le monde physique. Ils nouent énormément de contacts en réseau, ça c'est vrai, et ils se rencontrent de l'Australie à la Grande-Bretagne, en passant par la Tunisie, etc. Mais dès qu'ils ont l'occasion et la capacité, il ne faut pas non plus se leurrer, quand on vient du Liban, par exemple, c'est plus compliqué d'aller dans des rassemblements de hackers européens que quand on vient d'Allemagne, c'est clair, mais dès qu'ils ont la possibilité de se rencontrer pour échanger et pour de la sociabilité de base, hein, finalement, entre êtres humains, ils le font. C'est des gens qui sont plutôt que des sociopathes, des socialites quasiment. Parce que une des entrées de cette rencontre, c'était cette indistinction ou ce frontière floue entre la vie privée et la vie publique. Le fait de rester anonyme, c'est quelque chose qui t'a frappé, qui t'a titillé, qui t'a interrogé? Quand tu parles de passeur, parce qu'un passeur anonyme, c'est compliqué, non? En fait, c'est des zones en réalité souvent plus pseudonymes qu'anonymes, parce qu'on va retomber sur des gens... D'abord, il y en a qui ont des activités tout à fait publiques. Il y a des tas de développeurs, par exemple, qui interviennent en leur nom propre, etc. Il y a des gens qui sont sous pseudo parce qu'ils préfèrent, ou ça leur permet aussi de segmenter leur vie. En fait, plus que l'anonymat, c'est ça qui est assez intéressant par rapport effectivement à la question d'espace public et d'espace privé. Il y a à la fois un immense attachement à la capacité d'intervention dans l'espace public, parce que finalement Internet c'est ça. Enfin, qu'est-ce que change Internet? Ça augmente la capacité pour chacun à intervenir dans l'espace public. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est chacun peut être émetteur. Donc ça, il y a un immense attachement à ça, à la possibilité d'intervention dans l'espace public, et en même temps, un immense attachement aussi à la vie privée, au fait de maîtriser ce qu'on laisse sur le réseau, parce que la plupart d'entre nous, on ne maîtrise pas tellement les traces qu'on laisse. Dans ces communautés-là, c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif. Et plus qu'à l'anonymat, à la possibilité de la furtivité, finalement. Les gens qui développent, par exemple, les réseaux d'anonymisation, le font pour qu'on ait cette option-là. Ça n'est une obligation pour personne. On ait le choix. Mais qu'effectivement, on ait le choix. C'est qu'on puisse naviguer sur Internet ou envoyer des mails ou aller sur des canaux de discussion sans forcément que ce soit à ciel ouvert et sans forcément qu'on soit, entre guillemets, à poil sur Internet. C'est plus ça. C'est plus un attachement à la possibilité de la furtivité et à la possibilité de la disparition. Parce que moi, c'est toujours quelque chose qui me frappe. Dès qu'on parle notamment de l'anonymat sur Internet, par exemple, ça apparaît comme quelque chose de quasiment scandaleux. Alors qu'en réalité, dans la vie réelle, le fait qu'on puisse aller à la campagne et discuter au coin du feu sans que ces conversations-là soient publiques, ça apparaît juste dans l'ordre des choses, finalement. Et sur Internet, les choses se sont totalement inversées. Donc effectivement, ça crée de la suspicion. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Et l'idée d'offrir au plus de monde possible des outils qui permettent de garder son compte à soi, tout simplement, ou de contrôler ce qu'on laisse et ce qu'on ne laisse pas, ou de pouvoir, à un moment donné, avoir vraiment des espaces qui n'appartiennent qu'à soi et qui ne soient pas lisibles par une tierce personne. Moi, je trouve ça assez intéressant, surtout dans le contexte actuel. Est-ce qu'on est journaliste de la même manière après avoir écrit ce bouquin ? Probablement pas. Au sens où, moi, il y a effectivement une question qui s'est posée à moi, c'est qu'une fois qu'on a compris toutes les traces qu'on laisse à chaque fois qu'on communique sur Internet, quand on est journaliste, on envisage la question de la protection des sources de manière très différente. C'est-à-dire, la protection des sources est un devoir journalistique, bien évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des journalistes ne peuvent pas réellement remplir ce devoir, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire pour que des conversations numériques restent confidentielles.
Donc effectivement, quand on est journaliste, après ça, la protection des sources, on l'envisage très différemment. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que du coup, je suis allée voir des écoles de journalisme en disant si vous avez besoin de gens qui savent former des étudiants à la protection des sources, moi je veux bien, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu derrière ça. Après avoir écrit ça, évidemment, on n'a pas du tout, on a un rapport à la vie numérique qui est très différent. C'est-à-dire, moi je ne fais pas du tout partie des technosceptiques qui pensent qu'il faut se déconnecter parce que de toute façon c'est fichu, qu'on est tracé partout, etc. Moi je tiens bien trop à la possibilité d'avoir des interlocuteurs aux États-Unis, au Liban, en Syrie ou en Australie, quoi qu'est-ce. Mais en revanche, effectivement, oui, on a une appréhension des risques qui est radicalement différente. Ouais. Gilles, plusieurs ? On a été hacké plusieurs fois là déjà. On a été hacké. Mais non, parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont pas hacké cet ordinateur-là. Ils n'arrivent pas à le hacker de loin. Donc, il s'éteint. Il y a une extinction au bout de 5 minutes, c'est ça ? Donc, Yves vient le. C'est Yves qui. C'est du Linux. C'est bien du Linux. Amel l'a remarqué tout de suite. C'est très bien. C'est un Linux Mint, c'est très bien. Gilles, journaliste avant-après Internet. C'était un peu dans le même cas que Amael. Qu'Amael, oui. Peut-être même encore plus marqué. Ouais. Parce que moi j'ai commencé, on avait des machines à écrire encore. Ouais, c'était la Provence aussi. J'ai pas l'air d'être vieux, mais... C'était la Provence. C'était la Provence. C'était la Provence. C'était quoi, il y a 25 ans, ouais. On travaillait encore avec des machines Provençal, à écrire. Oui, c'était encore Provençal. Exactement, au Provençal. Tout à fait. Et donc oui, Internet avant-après, pour moi, totalement. Je suis encore sous le choc de ce que disait Amael sur la protection des sources. C'est quelque chose qui me titille depuis plusieurs mois, pour avoir lu quelques articles sur la question. Et c'est vrai que je fais exactement partie de ces journalistes qui ne savent pas crypter leur communication, qui n'y pensent pas, ou qui ne le font pas, ou qui y pensent après. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbe, et donc je vais prendre un cours après sur la cryptographie. Il y a des ressources sur le site d'Amel qui est très très intéressant. On viendra sur l'éducation après aussi avec Yannick. Alors oui, pour revenir à mon cas, oui, comme tout le monde, mais peut-être que dans ma profession de façon encore plus marquée, j'ai totalement vécu cette révolution numérique, Internet. Même si actuellement je ne suis absolument pas spécialiste de ces domaines, je me définirais plutôt comme un journaliste généraliste qui traite un peu de tout, du social, de la politique, beaucoup de politique ces derniers temps, du sport également, enfin plein de choses, qui est basé ici à Marseille, qui est donc correspondant du journal Le Monde, mais aussi de Télérama et pigiste pour quelques autres supports. Et je fais des films également. Tout cela m'amène à avoir une pratique très lourde. En ayant quitté le groupe quand même, La Provence, et en étant journaliste indépendant. En ayant quitté il y a 6 ans, oui, le groupe La Provence. Pour des raisons pas forcément de lien avec d'incompatibilité d'humeur avec les nouveaux actionnaires, voilà, qui sont... Mais pas forcément de lien avec de nouveaux enjeux autour du journalisme. Pas du tout. Une envie de pratiquer ce métier plus tranquillement, plus librement et de façon plus plaisante, tout simplement. Donc voilà, utilisateur à 1000%, on va dire, de l'Internet. D'abord comme outil de diffusion, évidemment. J'ai tenu un blog pendant les municipales là, pour le journal Le Monde qui s'appelait Marseille en campagne. Donc c'était une des façons de diffuser mon travail au-delà du journal papier. Évidemment, une très grosse pratique dans tout ce qui est collecte d'informations via désormais Internet et les autres supports passant par la toile. Beaucoup de recherches qui passent par Internet, et avec ce regard aussi très désolé, très critique de la façon dont beaucoup de gens cherchent leur pitance sur Internet en se limitant à quelques supports. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me servir de Google au début, puisque Google est arrivé dans ma vie d'Internet assez tardivement, en fait, puisque j'ai utilisé d'autres moteurs de recherche et j'avais vraiment une volonté de pas trop utiliser Google, donc c'est arrivé tardivement, et c'est vrai que maintenant je m'aperçois que c'est totalement omniprésent et omnipotent, et ça m'agace particulièrement.
Donc cette expérience du Provençal d'abord et de la Provence ensuite qui m'a conduit à travailler sur Internet et à lancer le site Internet de la Provence et même du Provençal avant. C'est un site Internet qui a été totalement confidentiel puisque j'étais le seul à savoir qu'il existait dans la rédaction. C'était une période assez... T'as même pas fait un papier sur ça? Si, on a fait des papiers, bien sûr, mais je peux te dire qu'à l'époque, personne, mais vraiment personne, au sein de la rédaction, quel que soit l'âge des personnes en question, ne s'intéressait à ce que je pouvais bien faire au fond de la rédaction, là, dans un bureau où j'étais tout seul. Et donc, j'ai lancé le site du Provençal à l'époque de façon assez expérimentale. Et puis, plusieurs années plus tard, je pense que ça devait être en 98, je ne suis pas très bon avec les dates, mais en 98, on a lancé la première version donc, du site de la Provence, et là, avec un intérêt un petit peu plus marqué de la direction, puisque à l'époque, c'était le groupe Lagardère, qui était déjà un gros acteur de l'Internet en France, qui avait poussé à la roue pour que le site Internet de la Provence démarre. Là encore, dans le désintérêt le plus total de la rédaction. La rédaction a mis un temps fou et on vit encore... l'épisode de Libé, par exemple, je pense, est assez édifiant à ce niveau-là. On vit encore quand même cette difficulté par une profession d'accepter que les moyens de diffusion changent. Le travail ne change pas, mais les moyens de diffusion changent et voilà, et les moyens de toucher les gens sont très différents. Moi, je le vis aussi. Je m'en sers très cyniquement aussi de l'internet. Je m'en sers comme caisse de résonance. Puisque voilà, dès que je fais un article, en plus en étant journaliste indépendant, c'est important pour moi de faire connaître, de faire savoir ce que je fais, pour pas que les gens qui ne lisent pas les journaux pour lesquels je travaille m'oublient complètement. Mais donc voilà, donc je me sers aussi de Facebook, je me sers aussi de Twitter pour faire savoir ce que je fais. Et ça c'est quelque chose de très nouveau. Et de totalement sensible, c'est-à-dire vous faites un article, ça l'exemple avec Le Monde c'est terrible, surtout à Marseille, je ne vous donnerai pas les chiffres de vente du Monde à Marseille, mais ils ne sont pas très importants. Mais voilà, c'était 6 000 exemplaires jour, c'est ça? Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, c'était 6 000. Donc vous écrivez quelque chose pour le print, c'est quand même dans le journal Le Monde, donc dans le journal. Il n'y a pas grand monde qui vous en parle, même les gens concernés, c'est-à-dire les politiques, hein, puisque je me suis aperçu que beaucoup de politiques marseillais ne lisaient pas du tout Le Monde, l'avaient découvert pendant les municipales. Je ne citerai pas de nom là non plus, mais c'est des gens importants et haut placés dans l'administration Gaudin notamment. Et voilà, il suffit de poster un tweet ou quelque chose sur Facebook, et là, d'un seul coup, tac, voilà, c'est vu, c'est entendu, c'est lu, parfois, mais beaucoup plus que lorsque ça reste uniquement dans le journal. Donc là, il y a une caisse de résonance terrible, et très souvent, on vous reproche aussi d'avoir des systèmes de lecture sur abonnement, donc qui bloquent la lecture. Voilà. Et donc, si vous le mettez sur Internet et que c'est pas lisible entièrement, là aussi, vous avez des reproches et vous apercevez donc que, en fait, vous avez touché beaucoup plus de monde qu'avec le journal seulement. Donc voilà, il y a vraiment cette pratique totalement professionnelle de diffusion, de collecte, et avec aussi de la réticence, notamment sur Twitter, que j'ai du mal à utiliser au-delà de la simple de la simple diffusion, parce que pour un pigiste, tout simplement, ça tue un peu le commerce. Simplement. C'est-à-dire que lorsque vous annoncez une info sur Twitter, forcément cette info devient publique, et une info publique, pour un pigiste, n'est plus une info totalement vendable. Donc il y a aussi ce petit regard voilà, c'est mon métier, c'est ce qui me permet de manger, donc des fois j'ai aussi ce regard sur les outils numériques. On pourrait, parce que d'un coup ta dernière remarque me rendait perplexe. Demain matin, on fait une conférence sur le commun et le bien commun avec Simon Sarrazin, qui est là au milieu, qui est en train de sur son Linux, en train de faire des choses. Et d'un coup, je me disais, ça me faisait penser, mais si effectivement il est dans l'espace public, Amael reprenait un peu les principes du logiciel libre tout à l'heure, le fait qu'effectivement on va avoir une tendance à produire des biens communs, du commun, des choses comme ça. D'un coup, le journaliste serait exclu de ça, pour toi ?
Alors, il reste quand même ce grand problème de la rentabilité des journaux sur Internet. Comment on gagne de l'argent pour payer les journalistes qui vont collecter de l'information. Ça a été vraiment la grande question de ces dernières années. Elle commence un peu à être... à trouver des solutions avec des systèmes d'abonnement comme Mediapart, enfin des choses comme ça. On a des gens comme ici à Marseille, une très belle expérience de journalisme qui est Mars Actu, mais qui, elle, repose sur un mécène, hein, il faut appeler ça comme ça, qui a fait bouger beaucoup de choses hein, dans la façon de traiter les sujets, dans la manière d'aborder la chose publique ici à Marseille. C'est pas très connu au niveau national, mais c'est vraiment du boulot intéressant lorsqu'on est journaliste et pour la démocratie locale. Mais là encore se pose la question de comment on va rémunérer ces gens le jour où ce mécène, si un jour il trouve un désintérêt à continuer à financer cette expérience. Donc voilà, donc il y a le modèle économique qui pose problème. Après, non, moi je pense qu'il y aura toujours besoin des journalistes pour servir de médiateurs aussi, tout simplement, pour aller chercher l'information, ce qu'on ne fait pas assez souvent, et je rejoins Amal là-dessus, et j'en prends ma part, bien entendu, mais voilà, il faut quand même des gens qui ont peut-être aussi la capacité de se poser la question du background de cette information, d'où elle vient, où elle va, à quoi elle sert, et qu'est-ce qu'elle veut dire, quoi. C'est de ça dont tu es médiateur, peut-être plus un processus, une procédure, parce que tu n'as pas écrit dans l'avant-après, tu fais partie de ces journalistes de l'avant-après, tu n'as pas écrit sur Internet. J'ai écrit au tout début d'Internet, où je tenais une chronique dans le Provençal, qui était, j'imagine, une chronique totalement clandestine. Ça serait pas mal de l'écrire. Mais voilà, où j'ai vécu par exemple les premiers cybercafés de la Friche, quoi, qui étaient mai 95, voilà, pionniers. Voilà, les premiers papiers sur les cybercafés de la Friche, je pense que c'est moi qui les ai faits. Mais non, j'ai écrit plus trop là-dessus et oui, je suis un médiateur d'information, oui, mais c'est ça, être journaliste, je pense, non ? Oui, mais Amel disait, je rencontre d'un coup la technicité, enfin l'intérêt d'une technicité et de l'importance de cette technicité dans d'autres formes de politique aujourd'hui, qui fait écrire un bouquin. Je résume, c'est un peu à l'âge, mais ça résume un peu ces choses-là. Tu parles beaucoup effectivement de cette autre caisse de résonance. En tant que journaliste, tu aurais peut-être, alors c'est pas tu es médiateur de quoi, mais tu aurais envie d'être médiateur de quoi ? Tu aurais envie de présenter quoi dans ces changements entre vie privée, vie publique ? Qu'est-ce qui te... Je reprends ce petit terme de titiller, mais qu'est-ce qui te titille aujourd'hui au-delà des modèles économiques, au-delà de ce qui se passe dans la politique locale ici, de ce qui ne se passe pas dans la politique locale ici, autour de ces révolutions ? Je pense que le monde numérique est une partie du monde et n'est pas le monde. Donc je pense que ce monde numérique, il est à traiter de la même manière qu'on traite les autres parties de ce monde. Donc aller à la rencontre d'une association dans une cité, pour moi, c'est tout aussi important que d'aller rencontrer quelqu'un sur la toile. Donc ce monde numérique, je le traite de la même manière, enfin je l'approche de la même manière que les autres sujets. Donc il n'y a pas de volonté d'explorer plus avant, plus amont et uniquement cet aspect des choses. On parle beaucoup des révolutions numériques, elles sont réelles, mais les révolutions, comme on le disait tout à l'heure avec Amael, c'est d'abord des gens qui descendent dans la rue. Alors qu'ils se soient rencontrés ou qu'ils se soient alertés via Twitter, via Facebook ou par mail, ce n'est qu'un outil. La réalité des choses, c'est de descendre dans la rue à un moment. Donc c'est plutôt cette réalité qui m'intéresse. Tu évoquais juste quelque chose qui t'a scotché pendant les municipales sur le FN dans le 13-14 ? Oui, ben ça c'est vraiment quelque chose d'assez symptomatique. Bon, j'imagine que vous aussi, quand vous avez ouvert votre compte Facebook, le lendemain des municipales de Marseille, si vous êtes Marseillais ou en tous les cas, voilà, vous avez immédiatement eu des réactions aux chiffres importants qu'avaient fait les listes Front National dans toute la France. Ça a été un réel dégoût, une réelle volonté de dire on n'est pas d'accord, etc., etc. Tout ça, ça a vécu jusqu'aux européennes et on avait l'impression qu'il y avait quand même quelque chose qui se passe. C'est une sorte de prise de conscience, de volonté d'enrayer un peu la machine. Et moi, je suis allé simplement, j'ai passé ma journée dans un bureau de vote.
dans les quartiers nord de Marseille. Et là, vous vous apercevez que c'est des bulles assez différentes, quoi. Vous vous apercevez que la montée du FN, elle ne dérange pas grand monde. Dans ce secteur du 13-14, qui est quand même un des secteurs qui s'est donné un maire Front National, que les gens ne vont pas voter, et que les gens qui pouvaient exprimer leur dégoût sur ce monde qu'est Facebook, vous les retrouvez pas tous dans le bureau de vote. Et la réalité, elle est aussi dans le bureau de vote. La preuve, le Front National est arrivé en tête des européennes, malgré tout ce mouvement qu'on a pu vivre. Voilà. Donc, je dis pas que le dégoût sur Facebook n'existe pas. Je dis il faut faire attention à relativiser aussi ce qui fait partie du monde virtuel et ce qui représente une partie de la réalité du quotidien des Français et des autres, quoi. Et ça, on peut l'appliquer sur beaucoup d'autres mondes. C'est ce que tu as constaté quand tu es parti, toi, en face de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie ou ailleurs, sur ce discernement à faire entre un peu l'emballement, parce on y viendra sur l'emballement qu'on a de dire, voilà, ça accompagne les révolutions, et d'une réalité de terrain et de territoire. Moi en plus je suis donc allée en Tunisie 1 an et demi à peu près après la chute de Ben Ali, donc à l'été 2012, pour rencontrer des hackers tunisiens qui avaient été extrêmement actifs pendant la révolution du jasmin. Et ce qui était effectivement paradoxal, c'est qu'ils étaient les premiers à me dire cette expression de révolution Facebook, c'est en partie une vue de l'esprit. Alors évidemment pas totalement, parce que les réseaux sociaux ont participé énormément à la diffusion de l'information, à mettre en réseau des gens, à faire sortir aussi l'information du pays, parce que ça c'est extrêmement important, et ça l'a pas été qu'en Tunisie, ça l'a été, et à un niveau d'ailleurs bien supérieur en Syrie, parce qu'il y avait un blackout total, donc il y avait là un enjeu à faire sortir des vidéos de ce qui se passait dans les rues syriennes, etc. Mais en même temps, ils sont les premiers à dire, s'il n'y avait pas eu un vrai mouvement social profond, avec effectivement des gens qui descendent dans la rue et qui se rendent visibles et qui font suffisamment peur pour que le dictateur maison prenne le premier avion, ça ne serait pas allé au-delà. Donc par rapport à ce qui était dit, effectivement, Internet est une dimension de l'espace public, mais ça n'est pas la seule. C'est aussi une dimension des espaces privés, mais ça n'est pas la seule, même si c'est devenu effectivement, si c'est en extension permanente. Mais il y a plutôt, oui, une complémentarité des deux, et l'un ne remplace pas l'autre. Internet crée des formes politiques nouvelles, mais qui ne remplacent pas point à point les formes politiques anciennes. Les deux s'ajustent, donc c'est évidemment complexe. Moi, je suis persuadée d'un truc, c'est d'ailleurs ce qui me désespère, c'est que je pense qu'on vit vraiment une mutation, mais que je ne la vivrai pas jusqu'au bout, parce que ça va prendre des décennies. Donc c'est un peu triste. Enfin, ça m'attriste personnellement, parce que j'aimerais bien voir. Mais en tout cas, j'en vis une partie, et c'est déjà pas mal. Mais c'était d'ailleurs ce qui était très frappant avec Anonymous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Anonymous a été... les gens sont beaucoup mobilisés effectivement au sein de ce collectif très mouvant en soutien au printemps arabe, mais c'était surtout une caisse de résonance et un moyen de faire circuler plus vite l'information. Et de faire effectivement des actions un peu spectaculaires pour rendre les choses plus visibles. Mais ça ne remplace pas évidemment les mutations sociales tectoniques, si on peut dire. Autre organisation, autre modèle, autre monde politique, comment tu l'appréhendes, Yannick? À mon avis, il doit être allumé. Non, oui, c'est bon. Donc peut-être rapidement, effectivement, vous expliquer ma connaissance à la fois de la culture, du numérique et des cultures numériques. Donc moi, j'ai débarqué dans le sud de la France, fort d'un baccalauréat et d'un statut d'objecteur de conscience. Donc j'ai débarqué à l'école photo en 91, novembre 91. Et j'allais dire, j'étais un salarié qui étudiait, parce qu'en parallèle de ça, je poursuivais des études aux Beaux-Arts de Marseille. Et c'est en passant par le multimédia que j'ai commencé à toucher le numérique, à toucher d'abord le multimédia, le son, vidéo, etc. Et puis ensuite à commencer à acquérir un ordinateur, un HP Pavillon que j'ai payé pendant presque une décennie avec un petit prêt étudiant. Et puis à commencer à me connecter à Internet avec mon vieux modem 56K, etc.
Et voilà, donc première approche à la fois du monde de la culture, venant d'un milieu populaire, c'était pour moi quelque chose d'assez nouveau. Tout ça, ça va être en lien avec ce que je vais expliquer un peu tout à l'heure. Donc à la fois du monde de la culture, du monde des médias et du multimédia et du numérique, et puis voilà, surtout du monde de la création, puisque effectivement en côtoyant au quotidien des étudiants dans une école d'art, eh bien, je m'apercevais qu'il se passait des choses qui étaient à des années-lumière de l'endroit d'où je venais, mais en tout cas il se passait des choses qui étaient sacrément intéressantes et qui m'interrogeaient. Et j'allais dire à la fois des écoles d'art, à la fois celle de Arles dans laquelle je travaillais et celle de Marseille dans laquelle j'étudiais. Ensuite, voilà, je vous passe tous les détails, mais voilà, quelques années plus tard, avec quelques diplômes d'école d'art en poche, j'ai eu la chance de partir en Égypte 3 ans, travailler à la Bibliothèque Alexandrina, dans le cadre d'un projet de coopération. Voilà. Et là, et ben voilà, je me suis plongé dans la dure réalité déjà, avant les révolutions, d'un pays qui était en pleine mutation, effervescence, mais complètement étouffé par un pouvoir effectivement en place qui était que vous connaissez, le pouvoir de Moubarak, et l'utilisation déjà des médias sociaux comme effectivement une espèce d'échappatoire et surtout un endroit de diffusion d'informations précieuses, à la fois en interne, mais surtout bien évidemment pour le reste du monde. Autre casquette, donc au retour, donc un petit passage à l'université d'Avignon où là j'ai travaillé dans la stratégie du développement culturel. Donc moi j'étais un peu à l'intérieur de la culture, puisqu'en tant qu'artiste, j'allais dire chercheur dans le domaine de l'art, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière en étudiant effectivement la sociologie des publics, et ça c'était quelque chose pour moi qui était intéressant, puisque voilà, à un moment donné j'ai commencé à m'intéresser à ceux qui étaient de l'autre côté et qui étaient là pour justement recevoir ce que l'artiste pouvait proposer. Et là encore une fois, voilà, je me suis aperçu d'un sacré décalage qui m'a intéressé. Autre casquette, donc depuis quelques années, j'accompagne une association dont tu parlais tout à l'heure, à l'acronyme un peu barbare, qui s'appelle l'AGCCPF PACA, Association Générale des conservateurs des collections publiques de France. Donc, tu vois, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Tu m'as troublé avec ton hésitation. Donc une association non pas d'institutions mais de professionnels de musées qui notamment organise des journées d'études. Et très rapidement, sur ces questions numériques, je les ai sentis vraiment perdus. Donc voilà, par le plus grand hasard, on s'est mis à travailler ensemble. Et j'ai pu comme ça monter des journées d'études pour sensibiliser, acculturer, je vais dire, ces professionnels de la culture et des musées en particulier, ou du patrimoine de façon plus générale, à ces nouvelles pratiques numériques, parce qu'il est question de ça. Donc de pratique, parce qu'on s'apercevait rapidement, on parle de médiation parce que c'est un peu le cœur de notre débat, que les institutions culturelles étaient encore dans des schémas à la fois descendants, pyramidales, un peu compartimentés, etc. Et il y avait souvent un décalage important entre une attente ou des attentes plurielles de la part des publics et des propositions de la part des institutions culturelles, et un fort décalage qui n'a cessé de s'accentuer, notamment avec ces pratiques numériques. Donc voilà, il me semblait important d'accompagner ces professionnels, et donc rapidement j'ai commencé dès les années 2010, à commencer à m'intéresser notamment à l'open data et d'aller voir rapidement le ministère avec un projet autour de l'open data culturel, par exemple, et puis après accompagner ces professionnels sur les questions du jeu vidéo ou du transmédia. Donc voilà, j'allais dire jamais vraiment en approfondissant, c'était pas mon objectif, mais vraiment en essayant de leur montrer des choses qui étaient en train de bouger autour d'eux et pour lesquelles il me semblait important d'agir, et en tout cas de s'approprier ces outils, ces pratiques, surtout pour mettre en place des propositions dans les institutions culturelles qui étaient moins en décalage avec des attentes du côté des publics. Oui, continue. Non, j'allais dire, puis une dernière rencontre avec, on en a parlé tout à l'heure, avec l'association Design the Future Now, qui est une structure marseillaise qui travaille dans le domaine de l'innovation sociale, citoyenne, créative. Et là, tout d'un coup, cette rencontre avec Axel, sa directrice, a été importante parce que voilà, ça me permettait comme ça de croiser deux mondes. D'un côté, cette approche très sociale, citoyenne, et de l'autre, le monde des musées. Donc depuis, on travaille sur des choses intéressantes, et notamment des expérimentations qu'on peut faire dans des institutions culturelles pour inventer, j'allais dire, de nouveaux outils collectivement, des nouveaux outils de médiation. Donc on les invente collectivement dans le cadre d'ateliers créatifs. Voilà. Donc plutôt un travail de médiateur accompagnateur. Pour toi,
Tu la ressens, tu la sens quand tu es à l'école à Arles, à l'école de la photo à Arles, cette distinction, cette indistinction vie privée, vie publique? Moins ça que tu parlais tout à l'heure que demain, effectivement, sur la question du bien commun, des choses vont être abordées. Ce qui me semble intéressant, en tout cas, moins vie privée que vie publique, je veux dire, ça serait plutôt un rapport de l'entre-nous avec une richesse incroyable qui se passe à l'extérieur. Et je crois que, voilà, dans le domaine de la culture, on a été souvent dans l'entre-nous, et je crois que le numérique, en tout cas, a permis, je vais citer un exemple, un mouvement que vous connaissez sans doute, un mouvement des pratiques qu'on appelle Muséomix, donc, qui est un mouvement créé à l'origine, donc voilà, dans les années, j'allais dire que c'était 97, donc on a vu arriver Facebook, nous, on a commencé un peu à travailler là-dessus, on était une petite poignée. Je ne suis pas initiateur de Muséomix, mais on était une petite poignée à s'intéresser à ces questions-là et commencer à se retrouver, à essayer d'imaginer des choses. Et cette question de Muséomix est sortie en se disant, mais des individus ont envie de hacker les musées, c'est-à-dire les propositions de médiation dans les musées. On les trouvait un peu en décalage, on trouvait qu'on s'ennuyait pas mal dans les visites, qu'on s'ennuyait pas mal avec les dispositifs proposés. Et donc Muséomix est né de ça, du hacking. Donc c'était, à un moment donné, sortons de l'entre-nous. Voilà, le côté un peu élitiste, culture savante, et intéressons-nous vraiment à ces pratiques et à ces cultures sans doute beaucoup plus populaires. On parlait du jeu vidéo, etc. Mais en tout cas, dans ces rapprochements, dans ces dialogues entre les deux, il y avait des choses qui étaient en train de se passer et il ne fallait pas les ignorer. Donc c'est moins dans le privé-public que dans l'entre-nous et la richesse, j'allais dire, de nos cultures à nous. Parce qu'il est important pour moi de faire la distinction entre, j'allais dire, cette culture qui passe par le numérique, ça on le fait depuis longtemps, c'est-à-dire la numérisation notamment, et puis voilà, le transfert, on est sur un support numérique, on passe sur un autre support, etc. Donc ça, c'est la culture, j'allais dire, qui passe par le numérique, et ces cultures qui sont propres au numérique, donc qui sont en lien avec des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'apprendre, des nouvelles façons de partager, de communiquer, etc. Et c'est plutôt en partant de ces cultures numériques-là qu'on a essayé de remonter un petit peu à la source pour transformer ces cultures qui passent par le numérique. Est-ce que ça a une relation avec ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure sur la réalité, l'impact que ça a? L'impact, il est dans la réalité? Oui. Il ne reste pas dans des sphères, c'est l'entre-soi le plus collectif? Alors, un exemple sans doute. Donc là, on est en train de travailler, on n'est pas sans le savoir, effectivement, sur Arles, il se passe quand même beaucoup de choses, et notamment la réhabilitation d'une friche, voilà, une friche des anciens ateliers SNCF, donc avec une fondation d'art contemporain qui va se construire, etc. L'École nationale supérieure de la photographie aussi déménage, donc un architecte qui va être choisi par la ministre dans quelques semaines. Et puis donc voilà, une nouvelle école photo qui va naître, et l'inscription au cœur de ce nouveau bâtiment d'un lab. Je ne sais pas s'il va être Fab Lab ou pas, mais en tout cas c'est un lab, et on souhaite, donc je suis en train de construire ce projet comme ça, on souhaite un lieu complètement ouvert, voilà, pour sortir de l'entre-nous, et surtout aussi pour permettre, encore une fois, sans doute de faire rentrer toute cette richesse qui est en train de se passer à l'extérieur, tout ce qu'on trouve comme justement ces apprentissages de pair à pair que vous connaissez, qu'on retrouve dans ces labs, toutes ces nouvelles dynamiques qu'il y a autour de nous et qui sont d'une richesse incroyable, les faire rentrer. Et ce qui me semble intéressant, c'est que justement dans ces espaces, dans ces établissements d'enseignement supérieur, je veux dire, c'est une nouvelle forme d'enseignement qui est en train de naître, mais surtout une nouvelle forme d'enseignement qui est en train de naître, mais qui est nourrie par l'extérieur et par des dynamiques qui viennent de l'extérieur, mais qui ne sont pas produites par les enseignants uniquement. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un dialogue qui est en train de se construire. D'un côté, pouvoir absorber, s'enrichir de cette richesse extérieure et des pratiques numériques, et de l'autre côté, sans doute aussi autour de ces questions numériques, pouvoir apporter l'expertise, ou en tout cas la réflexion de ces chercheurs, de ces enseignants-chercheurs, autour de ces questions numériques. Donc ce sont des choses qui sont intéressantes, et notamment, voilà, non, c'est pas un scoop, mais depuis quelques jours, nous a rejoint une enseignante photographe, mais spécialisée des questions numériques aussi. Donc c'est pour l'école, c'est une nouveauté, et je m'en réjouis. Voilà. Qu'est-ce que tu décèles, toi? Je vais reprendre, parce que j'ai posé aux deux premiers une question avec titiller. Qu'est-ce qui titille chez les étudiants quand tu vois les étudiants utiliser ça, agir avec ces outils-là? Parce que d'un coup, à l'école de la photo d'Arles, tu as ce milieu qui va être un milieu, tu peux être pair à pair, ils poussent derrière, ils sont sur d'autres pratiques, alors, ces étudiants. Ce qui m'étonne, c'est le paradoxe de voir les étudiants peu utiliser ou peu s'inscrire dans ces pratiques et cultures-là. Et ça, pour moi, c'est un paradoxe, d'où effectivement la création d'un observatoire des pratiques de création des images numériques, donc en lien avec beaucoup de partenaires.
écoles d'art, universités, etc., pour justement essayer de réfléchir à ces pratiques et essayer, puisque effectivement c'est une école orientée photographie depuis 32 ans, donc essayer vraiment de commencer à infiltrer ces pratiques qui peuvent être éloignées justement de ces pratiques, j'allais dire classiques, c'est pas du tout péjoratif, mais classiques de la photographie, et essayer progressivement d'amener les étudiants et l'école sur des nouveaux territoires. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas c'est loin d'être joué aujourd'hui, et tout reste à faire pour justement poser les bases de ce dialogue entre à la fois des créateurs qui sont à l'école et qu'on pourrait penser être complètement à l'aise dans ces cultures et qui ne le sont pas du tout, et les amener sur ces terrains, et sans doute d'un côté et de l'autre, j'allais dire, c'est que chacun puisse apporter à l'autre de son expertise. Voilà. Un peu comme quand Amel va voir une école de journalisme en disant bon, on s'y colle à la protection des sources, c'est ça? C'est exactement ça, et c'est, j'allais dire, à la fois cette acculturation, et puis j'allais dire, il faut que personne n'y perde son âme. On est dans une école d'art, donc il y a énormément de choses que ces artistes en devenir peuvent apporter, j'allais dire, même à nos pratiques numériques à nous, mais j'allais dire, oui, c'est ça, c'est nos boulots à nous, j'ai l'impression qu'on est un peu sur les mêmes registres, mais nos boulots à nous, c'est de créer ces espaces de rencontres et d'interpénétration d'univers complètement différents. Et je pense que là, il y a des enjeux qui se jouent aujourd'hui dans la création effectivement de ces labs et d'autres espaces de dialogue comme ça entre des pratiques complètement différentes, quoi. Alors avant de laisser aux uns et aux autres, au lieu d'envoyer des tweets comme ça, vous allez prendre un micro pour parler dans la réalité, même si le tweet wall est un peu la réalité quand même. Je vous laisse, il y a des micros, il y a un micro là qui peut tourner, c'est ça? Sinon on vous en file un. Commencez à préparer si vous voulez des interventions, des remarques, des réflexions. Je vais poser une dernière question à tous les trois pour un peu faire un lien, un fil entre vous, et puis après on ouvre la discussion avec vous dans la salle. Par rapport à ce que tu viens de dire, Yannick, tu dis on est un peu tous les trois un peu dans les mêmes approches. Ce que je faisais remarquer à Gilles tout à l'heure, c'était qu'on est dans une approche qui est un peu procédurale, c'est-à-dire qu'on va monter un lieu, on va travailler sur effectivement la protection des sources, on va travailler sur une procédure de vérification de l'information pour pouvoir en donner une qualité, une valeur, etc. Et d'un coup, qu'est-ce qui, personnellement, individuellement, vous, aujourd'hui, vous intéresse, vous surprend, vous dites, là, il y a un signal faible aujourd'hui sur l'Internet, sur le numérique, sur des choses. Il y a un truc qu'il ne faut pas louper, qu'il faut attraper, Amael. C'est quoi le truc? Un peu de contenu, pas de procédure, pas de lieu de ces choses-là. C'est une question qui est hyper compliquée, en fait. Je ne sais pas exactement où tu veux nous emmener, là. Un truc un peu perso. Est-ce qu'il y a un truc un peu perso? C'est bien, les labs, c'est super, les communautés de hackers, les télécomics qui envoient des modems avec dans le coup, c'est de l'organisation. On organise les trucs, tu vas dans un truc. Mais toi, tu vas dans un truc du FN et tu dis là, il y a un truc dans un bureau, pas dans un truc du FN, dans un bureau de vote du 13-14, excusez-moi. Oh là là, putain, tweetez pas ça. Non, mais je vais aussi au FN. Tu vas aussi au FN. Et là, tu dis, il y a un truc de la réalité. Là, il y a un truc qui accroche là. Il y a un truc qui titille là parce que. Moi, le truc qui me titille, c'est la capacité, la possibilité d'avoir accès à des documents publics vraiment sur Internet. Et je trouve qu'on n'impose pas assez cet aspect des choses. Alors que tout est là pour que ce soit facile, tout est là pour que ce soit accessible à tous, mais personne ne demande, même nous les journalistes, on n'impose pas, on ne fait pas en sorte que tout ce qui est du domaine public, prenons des exemples tout bêtes, les comptes rendus de conseils municipaux, ce genre de choses, soit en open data et que tout le monde puisse aller regarder. Parce que tout à l'heure, tu évoquais un sentiment de désappropriation. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les gens, ils n'ont pas ce sentiment de désappropriation. Ils n'ont pas l'impression qu'on leur prend quelque chose. Ils n'ont pas l'impression que quand ils téléchargent le nouveau, je sais pas quoi, navigateur Internet qu'on leur impose, on leur grogne de la liberté d'action. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, la majorité, je parle évidemment de tous les gens qui sont là dans la salle, j'imagine que c'est un sentiment réel, mais j'ai vraiment pas l'impression que
tu évoquais ta mère tout à l'heure, mais voilà, la mienne, j'imagine que quand elle télécharge son Microsoft 12, c'est dans la logique des choses. Et elle n'a pas l'impression qu'on la capture un petit peu plus, parce que c'est le cas. Plus ça avance et plus on nous capture un petit peu plus quand même. Alors la mienne commence à se poser des questions, mais c'est peut-être parce qu'elle a me lu ton fréquente livre. beaucoup. C'est l'effet du livre. Moi j'ai quand même l'impression que notamment depuis l'affaire Snowden, il y a une attention à ce genre de choses qui est un peu plus forte. Alors est-ce que ça se joue au moment où tu télécharges la nouvelle version de ton navigateur? Peut-être pas. En revanche, moi je croise quand même de plus en plus de gens qui s'interrogent sur ce que les gros silos, comme on dit, de la Silicon Valley font de nos données, par exemple. Que ce soit Google ou Facebook ou Twitter dans une moindre mesure. Mais il y a quand même un vrai questionnement par rapport à ça. Et un truc qui est un peu slogan, que moi j'entends depuis quelques années, c'est quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent ça. Alors par rapport peut-être à ta question, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est, je parlais tout à l'heure de mutation et du fait qu'on n'en était qu'au début. C'est le cas, y compris pour des trucs pas très sympas, et notamment tout ce qui émerge autour des analyses de big data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont entre leurs mains des volumes extrêmement importants de données, que ce soit parce qu'ils les recueillent avec le consentement de l'utilisateur, comme c'est le cas pour Google, par exemple. C'est pas pour pointer du doigt Google. Je veux dire, ces mecs sont des génies, ils ont inventé un moteur de recherche qui fonctionne hyper bien, ils font des produits qui marchent à 2-3 clics de souris. Enfin, ils sont extrêmement doués, mais ils se retrouvent quand même avec des données de centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors eux les ont avec le consentement des utilisateurs, et puis on sait maintenant que y a des gens qui les ont sans forcément le consentement des utilisateurs. Et les analyses de big data, c'est quelque chose qui progresse énormément. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, mais vraiment, c'est ce domaine un peu flippant. C'est pas pour être parano, mais qui relève de l'analyse prédictive. Bon, j'ai lu l'année dernière un bouquin absolument passionnant qui s'appelle Théorie du drone, d'un jeune philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou, qui explique comment dans des zones tribales d'Afghanistan, par exemple, on trace les mouvements de la population locale, et puis après on établit des modèles de comportement, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui va sortir des clous, ça va faire sonner un petit truc là où on va se dire ah tiens bizarre, ça c'est suspect. Bon. Moi, ça me fait super flipper, parce que pour le moment, on est là à se concentrer, à se dire oui, alors effectivement, les drones au-dessus des zones tribales d'Afghanistan, c'est pas très sympa, mais il y a des données comme ça, il y en a plein. Et l'idée qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on donne plein de données à des gros acteurs, il puisse y avoir des mecs qui bossent sur des algorithmes pour établir des comportements et pour savoir ce qu'on va faire et pour éventuellement se poser des questions quand on fait des trucs qui sortent des clous, moi, je trouve ça flippant, et je pense que c'est un débat politique de premier ordre auquel il y a beaucoup trop peu de gens qui s'intéressent, alors que c'est un vrai enjeu citoyen. Il y a eu un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur une nana qui est tombée enceinte et qui donc a décidé de ne pas laisser de traces. Bon. Donc elle a commencé à payer ses achats en liquide, à pas renseigner tout ce qu'elle faisait, et elle est devenue suspecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de ne pas laisser de traces partout devient suspect. Il faut quand même s'interroger là-dessus, parce que ça, c'est le monde de demain, et c'est maintenant que ça se décide. Donc grosso modo, de l'open data pour le public et de la furtivité pour l'individu. Et on a ça, Yannick? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais alors je reposerai la question à Gilles. Ouais. Toi, qu'est-ce qui il y a un truc un peu... Est-ce que tu postes une phrase? Étant d'accord avec ce que Mel est en train de dire, mais moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, en tout cas, il faut que tu remettes... plaisir, comme on est enregistré, il faut que tu remettes le micro devant la bouche. C'est vraiment la reprise de conscience, j'allais dire, ou en tout cas la nouvelle prise de conscience, ou en tout cas des individus, et cette forte inventivité qu'ils peuvent avoir lorsqu'on leur laisse ces espaces d'expression. Il y a des choses comme ça qui m'étonnent, mais chaque jour je m'étonne de ce genre de certaines expériences qui peuvent être montrées. Et je me dis, mais ça c'est magique, quoi. Donc voilà, c'est ça qui malgré tout ce que tu viens de dire, c'est ça qui me fait rester optimiste dans la suite de ce qu'on va pouvoir mettre en place, parce qu'il y aura toujours des individus, même pris dans tous ces engrenages dont tu viens de parler, mais qui vont pouvoir quand même nous ouvrir des portes différentes de celles, ou en tout cas de ces passages dans lesquels on va absolument nous engouffrer aujourd'hui, quoi.
Peut-être si je peux juste rajouter, effectivement, moi c'est quelque chose qui m'avait absolument passionné chez les hackers, c'est que dès les années 50 et l'époque du MIT à Boston, etc., il y avait un accent extrêmement fort mis sur la créativité individuelle et on se méfiait beaucoup, enfin ces étudiants qui bidouillaient les ordinateurs aimaient pas trop les autorités, ni les gouvernements, ni les autorités de la fac, ni les grosses entreprises. Ils se méfiaient des pouvoirs. Donc il y a quelque chose d'extrêmement libertaire, voire libertarien. Et il y a cette idée que l'intelligence doit être à la périphérie et pas au cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Internet de manière extrêmement forte, cette idée d'intelligence à la périphérie. Et c'est vrai que ça donne des choses... moi, je suis persuadée que l'usage crée de la conscience. Et dans les gens qui ont été socialisés sur le réseau, ils sont tous un peu porteurs de ça, de cette idée qu'il y a un pouvoir de création de l'individu qui doit être libéré et qu'on doit se réapproprier. C'est quelque chose qu'on voit effectivement très bien dans les tiers-lieux de fabrication. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est comment à partir de ça on crée aussi du collectif. C'est comment cette idée de créativité individuelle s'articule avec des modalités d'intervention politique dont tout le monde a toujours besoin. Mais c'est pour ça que il y a pour moi des formes de réinvention de la politique qui sont encore complètement embryonnaires mais qui sont extrêmement intéressantes. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose... Est-ce que le micro est dans la... J'ai 15 millions de questions, après je peux ne pas m'arrêter à poser des questions. Est-ce que le micro est passé dans la salle ou pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir à ce stade-là ? Pas tout de suite ? Je vous laisse vous chauffer encore un peu. Ok. De quoi ? Ah, vous me laissez ? D'accord, vous me laissez. Ok. Il y a des espaces d'expression qui s'ouvrent, super intéressant. Tu dis, Yannick, il y a des espaces de réinvention politique. Et donc, en même temps, Snowden, une des conséquences possibles de Snowden, c'est que, on le voit arriver depuis 3-4 mois, une approche peut-être un peu plus souverainiste du réseau Internet, en disant, si on peut piquer de la big data un peu partout, si n'importe qui prend, on a eu ces débats-là autour du cloud, d'avoir du cloud souverain, c'est-à-dire nos propres serveurs sur notre propre territoire. Il y a eu donc il y a un mois et demi, 2 mois, un grand sommet autour du W3C qui s'est fait au Brésil avec Dilma Rousseff qui dit les BRICS doivent aujourd'hui, et les non-alignés doivent aujourd'hui prendre la main aussi de l'Internet puisqu'on est dans un développement d'usage de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'on fait de cette souveraineté-là aujourd'hui pour vous les uns et les autres avec Internet ? Parce que d'un coup, ils vont assez rapidement, en fait, c'est d'un coup, en 20 ans, les États disent, voilà, on va commencer à donner un peu des règles à ça. C'est une question qui est assez complexe parce que y a une mythologie d'Internet qui est cette mythologie de la nouvelle frontière, un espace de réinvention où on établirait d'autres règles. Enfin, il y a un très beau texte qui a été écrit dans les années 90 par un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, donc association de défense des libertés sur Internet, qui s'appelle la Déclaration d'indépendance du cyberespace et qui résume très bien cette mythologie fondatrice effectivement d'un nouveau monde dans lequel on pourrait réinventer. Le fait est qu'on se rend compte aujourd'hui que Internet, effectivement, on disait c'est une dimension de l'espace public, c'est une dimension des espaces privés, et c'est un espace d'affrontement. Et c'est un espace d'affrontement, y compris géopolitique, et on est en plein dedans. C'est-à-dire que y a eu pendant longtemps cette idée d'un espace absolument sans frontières, où les données circulaient, etc., et qui venaient justement contrecarrer complètement les modèles étatiques. Ce dont on se rend compte quand même avec Snowden, c'est que c'était un modèle qui était très américano-centré. Et la réaction du Brésil, moi, me surprend pas. Effectivement, ça paraît assez logique que les États aujourd'hui veuillent reprendre un peu la main. Donc la question, c'est comment on fait pour casser cette domination de fait des États-Unis sans tomber dans la balkanisation. Ça, effectivement, c'est un vrai enjeu, mais il y a des forces contradictoires. Un des effets quand même de l'affaire Snowden, c'est de pousser aussi à la réappropriation, c'est-à-dire à des gens qui vont tout à coup se demander mes données que je balance partout, est-ce qu'elles ne seraient pas mieux finalement dans mon ordinateur plutôt que sur les serveurs de Facebook ? Donc ça pousse aussi à des choses comme ça, mais que ce soit un espace d'affrontement géopolitique, moi j'ai tendance à penser que c'est quasiment oui, c'est extrêmement logique. C'est un espace d'affrontement politique, c'est un espace d'affrontement économique. Il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs. Ce qui est intéressant, c'est où vont s'établir les équilibres, où va aller le curseur. Est-ce que c'est pas devenu un espace d'affrontement politique parce que c'est devenu un espace d'affrontement économique justement ?
Si, probablement, ouais. Oui. Et parce qu'aussi, il y a de plus en plus de monde dessus. C'est-à-dire, dans les années 90, à l'époque où finalement, je sais pas, avant 95, les usagers d'Internet, c'était quoi? C'était des petits blancs des pays occidentaux et surtout des mecs, pour dire les choses de manière un peu brutale. Aujourd'hui, c'est des gens en Syrie, au Liban, en Tunisie, en Afrique noire, même là où il y a peu de connectivité, parce que maintenant ça se passe beaucoup avec les mobiles, et finalement les gens se connectent avec leurs mobiles, mais il y en a de plus en plus. C'est aussi des femmes, c'est aussi des gens de plus de 60 ans. Donc tout le monde y est. Donc évidemment, ça devient un espace politique à part entière. Alors il y a une remarque là, devant. Serge, Céline Non. Sur la pluralité des usages, sur la diversité des usages de l'Internet, il y a le bouquin dont vous avez accueilli il y a 3 semaines, de Frédéric Martel, qui s'appelle Smart, qui est assez extraordinaire, qui est une enquête dans le monde entier sur les 3 cas. Ah ben voilà, il y a un micro qui est là. C'était pour la question. Qui est à lire. Donc Frédéric Martel, Smart, c'est ce qui est un bouquin, qui est une monographie qu'on lit aussi de manière aussi fluide que Hacker. Non, c'est des belles histoires de gens et d'usages, je trouve. Une remarque. Ah. Alors, depuis hier, comme ça, on échange le micro. Oui, ça marche. Non ? Oui, ça marche. Là, ça marche. Merci, Serge. Je suis assez frappé depuis que je m'intéresse un peu de plus près aux questions du numérique par une espèce de... J'ai l'impression qu'il y a 2 discours aujourd'hui autour du numérique. C'est-à-dire, il y a tout ce que j'ai entendu là depuis tout à l'heure au travers de vos interventions, que je trouve très riches sur les bouleversements du numérique dans la presse, la culture, les révolutions, etc. C'est un discours un peu macro comme ça sur les bouleversements du numérique qu'on peut entendre ailleurs aussi, qu'on peut lire ailleurs, etc. Que je trouve extrêmement passionnant, stimulant intellectuellement. Et puis, quand on regarde un peu dans le micro sur la question des pratiques, des usages, etc., il revient assez souvent, c'est là où je voulais en venir, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vous livre un peu ma réflexion comme ça. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Avec, si vous voulez, un discours sur la question de l'outil. C'est-à-dire, du coup, il y a un discours comme ça qui tend à réduire tout à coup tous ces enjeux à, bon, finalement, c'est un outil, hein, Internet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser le macro, le micro. C'est-à-dire comme si, finalement, pour des tas de gens, c'était... Bon, je suis passé, en gros, moi j'ai connu la machine à écrire aussi. En gros, je suis passé la machine à écrire au clavier, etc., Internet. En gros, j'ai changé d'outil, quoi. Enfin, je caricature un peu, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un discours un peu comme ça. En gros, bon, il y a des outils un peu plus sophistiqués maintenant. Hein, c'est plus sophistiqué, ça fait moins de bruit. Quand on tapait sur la machine à écrire, des fois la lettre restait coincée, vous savez, il fallait voilà. Donc je caricature, on était sur comme ça. Bon, c'était des outils. Bon, ça marchait, hein, mais c'est bon. Et puis il y a effectivement un discours. Alors là où je voulais en venir, c'était parce que, si vous voulez, peut-être que ce qu'on a du mal à penser, c'est en quoi le bouleversement technique est en train. C'est-à-dire que le fait de poser comme le numérique par le prisme de l'outil nous empêche de penser précisément en quoi le numérique impacte nos vies, nos manières de travailler, et y compris la manière dont on pense, dont on réfléchit, dont on écrit, etc. Parce que, par exemple, il y a des travaux extrêmement passionnants, je finis là-dessus, oui, vas-y. Il y a des travaux extrêmement passionnants qui nous expliquent, sur la question de la littératie numérique, par exemple, que le fait de lire sur écran ou d'écrire via un ordinateur, ben, on ne pense pas pareil. C'est-à-dire que, donc, si vous voulez, c'est des enjeux extrêmement forts. Et donc, du coup, la question de l'outil, j'ai l'impression, mais c'est en même temps une question que que je vous livre, nous empêche, d'une certaine manière, de penser ces bouleversements. Et je trouve qu'on est dans ce dilemme. Mais peut-être que je me trompe. Si le monde numérique n'est pas que
qu'est-ce qu'il est un peu sur Amael? En fait, j'entends très bien ce que vous dites. Alors effectivement, d'abord, il y a toujours une difficulté à penser ensemble le micro et le macro, et pas que pour ça. Et puis surtout, je disais tout à l'heure que pour moi, l'usage crée la conscience, pas seulement l'inverse, et c'est particulièrement vrai avec Internet, mais au moment où c'est le cas, on s'en rend évidemment pas compte. On s'en rend compte toujours avec des années de distance. Moi, je vois très bien les natifs du numérique, entre guillemets, enfin les gens qui ont une trentaine d'années, notamment les jeunes journalistes, n'ont pas forcément les mêmes pratiques que la génération d'avant. Et il y a des choses qu'ils ont l'habitude de faire que leurs prédécesseurs ne se seraient pas forcément permises. Alors, un cas typique qui peut paraître très anecdotique, mais l'interpellation directe d'un représentant politique sur Twitter, pour les gens qui ont une trentaine d'années aujourd'hui et qui sont journalistes, c'est dans l'ordre des choses et il n'y a rien de plus normal. Et oui, on va tacler Nadine Morano et se moquer d'elle de manière parfaitement publique, ce qui est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans. Donc il y a effectivement des modalités de prise de parole qui sont différentes et on le voit sur un tout petit exemple, mais effectivement, il est bien évident que l'outil a des effets, y compris cognitifs, qu'on ne mesure pas encore complètement aujourd'hui, mais qu'on commence à mesurer parce qu'il commence à y avoir des études. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu une émission passionnante sur France Culture, donc, qui s'appelle Place de la Toile, avec une chercheuse française qui a étudié le rapport des adolescents à l'écrit. Bon. Et qui est venu battre en brèche absolument toutes les idées reçues sur les jeunes lisent plus, ils écrivent plus, etc. Et expliquer qu'en fait c'est l'inverse, ils n'ont jamais autant écrit parce qu'ils écrivent sur plein de plateformes différentes et ils sont par ailleurs parfaitement capables de faire la différence entre un SMS envoyé à leurs potes et une dissertation et une intervention sur un réseau social comme Facebook qui est de l'ordre du semi-public. Donc effectivement l'outil crée des usages particuliers. Je ne sais pas si ça empêche de penser. Je crois qu'on n'a juste pas encore suffisamment de recul, tout simplement. Enfin, moi, il me semble en tout cas qu'on commence seulement à voir émerger effectivement des études sur les impacts que ça a dans la manière dont on lit, dans la manière dont on pense. Moi, je parlais ce qui m'intéresse beaucoup chez les hackers notamment, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été confrontée à ça, c'est-à-dire des gens qui viennent de la technologie. Et qui du coup ont une manière, par exemple, typiquement de penser la politique qui n'est pas celle que moi j'ai eue. Bon. Et on se rend compte à quel point la médiation de l'outil crée aussi des manières de penser. Ouais. Yannick. Oui, effectivement, je rejoins parfaitement ce que vous dites, mais plus qu'un outil, c'est avant tout un média, j'allais dire, et comme tout média, il a ses spécificités, et surtout, il amène ses propres imaginaires, on disait tout à l'heure, ses nouvelles façons de penser, etc. Donc il faut le voir plutôt comme un médium, un intermédiaire entre nous et le monde, plutôt que comme un simple outil, mais quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de l'interface. On parlait de la médiation, c'est vraiment un espace d'intermédiation, c'est vraiment un espace d'intermédiation que ce lieu un peu hybride qui est Internet et qui est toujours en mouvement, mais il y a quelque chose qui se joue là, mais qui n'est pas un simple outil à mon avis. On est vraiment dans la culture pour le coup, on n'est pas simplement dans l'utilisation d'un simple outil. Il amène tellement de choses, il bouleverse tellement nos vies au quotidien qu'il est plus qu'un simple outil, bien évidemment, oui, et vous avez parfaitement raison. Gilles, tu as acquiescé. Oui, c'est vrai que c'est moi qui ai utilisé le terme outil tout à l'heure, mais j'ai aussi utilisé le terme révolution. C'est vrai que ça a tout modifié, c'est évident. Non, je me trompe, ça n'a pas tout modifié. Ça a modifié énormément de choses. Mais il y a quand même aussi des pratiques qui restent semblables. Je parle au niveau de mon travail, par exemple. La collecte d'informations, elle est peut-être 10 fois plus rapide sur certains sujets, mais aller rencontrer des gens, ça reste aller rencontrer des gens. C'est la même chose qu'avant. Ça n'a pas changé. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être aller plus vite quand vous travaillez sur un sujet sur le Brésil, par exemple. Vous allez toucher des gens que vous n'auriez pas touchés avant, sans vous déplacer ou sans faire appel à quelqu'un qui est sur faisait l'intermédiaire. Voilà. Mais ça a accéléré les choses, et ça a accéléré les choses aussi dans la façon de penser l'information également. Ça, c'est une vraie révolution, forcément. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au bout. Et moi, personnellement, j'ai la sensation qu'on ne maîtrise pas tout, clairement.
on a des moments d'emballement qui moi, m'effraient professionnellement. Des fois, j'ai l'impression que on fait pas ce qu'on devrait faire, on maîtrise pas ce qu'on fait, parce qu'on veut aller toujours plus vite. Quand on écrit, quand on diffuse, c'est ça ? Non, quand on est... C'est plus un jeu de ping-pong, quoi. Tout le monde essaye d'ajouter un truc le plus rapidement possible, et au bout d'un moment, ça va trop vite, et on n'a pas le temps matériel de vérifier, on n'a pas le temps matériel de percevoir vraiment les choses, d'aller dans la réalité du terrain, ou voilà. Et ça, l'internet, ça a été une réelle révolution, et qu'on maîtrise pas bien, je trouve qu'on maîtrise pas bien. Stéphane, oui, il y a une question qui arrive via le Twitter, de savoir quel était le point de vue des uns et des autres sur la neutralité du net. Alors on a je poserai pas la question en direct. Si, mais je peux. Tu peux. C'est étrange ? Non, c'est pas étrange. C'est comme la neutralité des journalistes, quoi. J'ai l'impression que ça n'existe pas, quoi. Tout simplement, non ? Ça n'existe pas, la neutralité du net ? C'est un principe. On peut considérer que c'est de l'ordre de la fiction, mais une fiction qui produit des effets. C'est-à-dire, l'idée de la neutralité du net, c'est de dire que c'est toujours cette idée d'intelligence à la périphérie, en fait. Pour que les utilisateurs du réseau soient intelligents, il faut que les tuyaux, eux, soient bêtes. C'est-à-dire quand une information est transmise, elle doit aller de son émetteur à son récepteur sans être jamais empêchée ni altérée. C'est ça l'idée de la neutralité du net. Donc est-ce qu'aujourd'hui elle existe ? Il y a plein d'endroits où elle est battue en brèche, y compris on le voit aux États-Unis, il y a un énorme débat en ce moment, il y a des mobilisations notamment des acteurs d'Internet parce que justement les fournisseurs d'accès veulent prioriser des contenus par rapport à d'autres et que ça pose plein de problèmes. Donc il y a plein d'endroits où elle est malmenée. Est-ce qu'elle existe réellement ? En réalité, probablement pas. Par contre, on en a besoin, et on a besoin de la défendre. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincue, parce que je suis convaincue qu'effectivement, c'est aux utilisateurs de discriminer les contenus, mais ça n'est pas aux tuyaux. Alors après, ça n'est pas aux tuyaux de le faire. Alors après, ça peut poser d'autres questions un peu plus complexes par rapport aux intermédiaires techniques. Pour citer un exemple, est-ce que, par exemple, c'est à Twitter de décider si des contenus doivent rester en ligne ou pas ? Bon. Moi, je fais partie des gens qui pensent que non, ça n'est pas à Twitter de le décider. C'est à un juge de le décider. Ça fait partie de ces, on va dire, de ces débats où la question de la neutralité du net comme principe technique devient un poil plus complexe, avec des points de vue qui peuvent effectivement s'opposer. Moi, je fais partie des gens qui poussent le truc effectivement assez loin, mais c'est des débats qui peuvent là être aussi extraordinairement politiques. Est-ce que par exemple, c'est bien normal que Facebook décide de bannir toutes les photos de nus ? Bon. C'est con, ça. On peut dire que c'est complètement con, surtout quand c'est l'origine du monde de Courbet. Mais ils le font. En plus, ils le font pour des raisons complètement puritaines, pour le coup. Mais ça peut aussi relever de la neutralité du net. Est-ce que c'est à Facebook de décider de la moralité de ses utilisateurs ? Alors la question qui est compliquée, c'est qu'effectivement, Facebook est une entreprise, que c'est pas juste un tuyau. Donc... Voilà, c'est des débats qui sont assez complexes. Mais moi, je pense que oui, il faut défendre la neutralité d'Internet. Oui. Je renverrai encore, parce que la fin de la question, c'est quel impact d'un Internet à plusieurs vitesses dans l'avenir sur l'utilisateur final. Je ramènerai, tu parlais tout à l'heure du smartphone et du développement de l'accès à l'Internet au sens large ou aux Internets. Le sous-titre du bouquin de Frédéric Martel s'appelle « Enquête sur les Internets » et dans une approche hyper territorialisée de l'utilisation de l'Internet, mais pas du tout dans une approche souverainiste, mais complètement dans une approche pragmatique de comment on accède au réseau. Et effectivement, des pays entiers, des populations et des gens massivement vont passer directement au smartphone, en passant du non-téléphone au smartphone comme étant un moyen d'accès à Internet, avec des modèles économiques sur la location des routeurs Wi-Fi, par exemple, sur des territoires donnés. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant où effectivement la neutralité du net en tant que principe peut-être fictionnel ou un peu, tu parlais de la déclaration utopique, voilà, d'un principe un peu utopique, va rentrer dans un pragmatisme lié aux frontières. Est-ce que... Oui. Alors, les micros sont... Allez, voilà, le micro. Céline qui voulait parler, puis après... Julien, Céline devant. Et après Julien.
Je voulais pas parler, je voulais poser une question. Poser une question. Et je voulais poser une question à Gilles Roff et à Yannick Vernet, parce qu'il me semble que Amael a un peu plus répondu. Et du coup, je voulais vous demander, quelle place construisez-vous entre l'espace public et l'espace privé? Elle a eu des pompes. Par un paradoxe, sans doute, pour te répondre, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, le numérique est profondément humain. Parce qu'à mon avis, ce qu'il change, c'est on est bien dans un espace, je l'ai dit tout à l'heure, mais un espace communicationnel, donc, mais au sens relationnel. Donc, et je pense qu'effectivement, dans ces espaces qu'on pourrait imaginer privés aujourd'hui, dans le domaine culturel notamment, mais dans ces espaces qu'on pourrait imaginer privés, on est en train de repenser la nature des liens, la qualité des liens et le sens qu'on donne à ces liens qui nous unissent les uns les autres, en tout cas qui nous relient les uns aux autres. Et là, on est dans quelque chose qui dépasse le privé et qui nous amène à sortir, je disais tout à l'heure, de cet entre-nous, mais à tisser vraiment des relations un peu nouvelles et à explorer des nouvelles façons de vivre ensemble, d'être ensemble, de construire ensemble, etc. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine ici. Je le dis de façon un peu naïve sans doute, mais il y a quelque chose qui se dessine et qui me semble fondamental. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses. Enfin, mon expérience, en tout cas dans le domaine du numérique, depuis que je suis sur ces réseaux, etc., il y a quelque chose qui a changé dans ma façon de voir les autres, de m'adresser aux autres, d'interagir, etc. Et quelque chose qui est de l'ordre du fondamental, enfin, du profondément humain, quoi. Est-ce que c'est parce que pour être sur ton Facebook et te suivre sur Facebook, tu as une phrase, tu as un gimmick comme ça qui revient Tu bois ton café. Non, mais ça, en plus, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est un truc, voilà, en 2007, j'ouvre ma page, et puis voilà, c'était ma façon à moi, c'était ce côté profondément humain de dire bonjour à ceux qui me suivent et de commencer la journée en trinquant, c'est presque ça. Donc voilà, je bois mon café dans une jolie tasse en porcelaine de Limoges, donc je le fais vraiment. Vous ne le lisez pas quand je le fais pas. Voilà, donc c'était cette façon, peut-être aussi sous la forme d'un peu d'une boutade, mais de dire bonjour, de dire voilà, on est liés, quoi. On est liés, il y a un truc qui nous lie, et puis après, ce que Mal disait tout à l'heure, c'est que c'est cette façon dont on peut s'adresser directement aux autres, par exemple. C'était complètement inenvisageable il y a quelques temps, et là, effectivement, quel que soit le niveau on peut s'adresser à un responsable d'institution culturelle en direct, à la ministre. Enfin, il y a des choses qui ont changé aussi dans notre relation à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve. Alors, d'un point de vue personnel, c'est une drôle de question pour moi. Je ne vois pas ça comme un espace privé, en fait. Pour moi, c'est un espace public. Et donc, à partir de ce moment-là, l'espace privé, il est ailleurs. Donc, si on prend l'exemple de Facebook, je ne publie que des choses que je considère publiques. Ou qui peuvent être posés sur le domaine public. J'ai beaucoup de réticence vraiment à me livrer ou à raconter des choses ou ça m'arrive, hein, comme tout le monde, mais il y a quand même toujours ce fond de réflexion de ceci est un espace public. Tout le monde peut voir ce que je suis en train d'écrire, c'est pas parce que j'ai des amis, voilà. Et j'ai énormément de difficultés. Mais pas de difficulté, de réticence, je n'ai pas envie, je n'en ai pas envie. Et peut-être ma méfiance de Twitter vient de là aussi. Oui, mon espace privé est ailleurs, tout simplement. Alors ça, c'est personnellement, mais peut-être que tu veux savoir autre chose professionnellement, peut-être. Ouais. Disons que j'ai été justement frappée par rapport à ce que tu disais sur le fait de ta difficulté à intervenir sur Twitter. J'ai pas de la difficulté à intervenir. Je pense que ça a été mal compris ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste un regard économique voilà, sur le fait que si moi, Gilles Roff, journaliste indépendant, qui a besoin de vendre des articles pour vivre, je mets sur Twitter toutes les informations que je peux récolter dans la journée, je suis condamné à terme. Voilà, je fais autre chose. Mais si je faisais autre chose, peut-être que je tweeterais. En revanche, ça ne veut pas dire que je retiens des informations. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que
c'est qu'il y a multiples autres supports. Et pour travailler, en plus pour le fait de Twitter, qui est quand même quelque chose d'assez lapidaire, me pose aussi problème dans l'explication et dans la capacité de transmettre quelque chose. Donc voilà, donc ça fait beaucoup d'éléments qui me retiennent là-dessus. Une troisième question, et puis après on va passer le micro. Il y en a deux autres là-haut. Tu m'aides à rendre ça plus clair. C'est ça. Non, mais c'est juste que, du coup, par rapport à l'intitulé de la rencontre, il y a aussi une dimension, en fait, qui transparaît quand même dans dans ce que vous avez dit tous les trois. Il y a la question de l'espace public, mais il y a aussi la question de l'espace personnel. Et en fait, ce que tu dis par rapport à Twitter, où tu as tout à fait raison, mais en même temps, en tant que journaliste et professionnel de l'information, le fait aussi, de temps en temps, sans livrer des informations qui, en effet, mettraient en péril ton modèle économique, tu as aussi potentiellement le rôle du médiateur parce que si à un moment donné les journalistes s'emparent aussi de Twitter, c'est aussi une manière de dire aux autres dans l'espace public par rapport à une approche plus personnelle que celle du journaliste qui écrit sur des médias, des journaux, tu vois. Enfin, la pratique citoyenne, la pratique citoyenne, elle existe. Tu vois, j'ai pas de. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis. C'est peut-être un peu différent, quoi. Parce que si je récolte de l'information, c'est aussi parce que je suis journaliste, quoi. Les gens vont pas me parler forcément de tout et de rien comme ça, juste parce qu'ils m'ont croisé. Donc il y a quand même le fait d'avoir cette information en main et elle n'est pas arrivée toute seule non plus. Donc il faut, et je reviens un peu sur cette maîtrise, quoi. Il faut, au-delà du cynisme économique, hein, mais il faut aussi avoir avoir une capacité de recul aussi là-dessus, quoi. On passe le micro. Bonsoir. C'était pour revenir sur la question de la neutralité du net par rapport à ce qui était dit sur les tuyaux. En fait, ces tuyaux-là, c'est qui a le contrôle de ces tuyaux? Donc, pouvoir politique d'un côté, acteur économique de l'autre. Et donc, du coup, c'est pour lever un paradoxe. C'est-à-dire que la neutralité du net, ça vient d'une idée, l'idée de cyberespace dont vous parliez tout à l'heure, avec une idée libertaire. Or, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait reprendre la main s'il n'y a pas la conception d'un droit d'essence démocratique, donc un droit international. Et je ne vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait y arriver finalement. Parce que la neutralité plaide finalement pour une absence de règles. Et en l'absence de règles, qui domine? Non, en fait, c'est... Pardon, je finis juste sur le propos après. Et donc là, l'état actuel des choses, dans le cadre de cette neutralité-là, il y a quelques petits grains de sable qui arrivent à se faufiler et à changer les règles ponctuellement, mais globalement, et je pense que là, on est dans une période de transition. Notamment, je pense à un bouquin là, qui passait sur l'émission de France Culture là, sur la place de la Toile, là, qui titrait La fin de l'Internet, justement, qui pressentait qu'actuellement, les différents réseaux, dont Internet est un réseau de réseaux actuellement, qu'en fait, les États probablement étaient déjà en train de reprendre la main là-dessus, de façon à faire des réseaux finalement fermés les uns les autres et n'autoriser qu'une communication entre ces réseaux censurés par les États eux-mêmes. Voilà, petite remarque. En fait, on est effectivement dans une période de mutation et c'est extrêmement frappant. Par rapport à cette mythologie fondatrice de la déclaration d'indépendance du cyberespace, on était effectivement dans un discours très libertarien, hein, disons-le, qui plaidait pour le moins de régulation possible. Et moi, je suis extrêmement frappée dans les milieux que je fréquente de voir à quel point, en réalité, aujourd'hui, le discours de plus en plus fort n'est pas celui-là. Enfin, moi, je croise de moins en moins de gens qui disent « il ne faut pas de règles du tout ». Je croise en revanche de plus en plus de gens qui disent qu'il faut d'autres règles. Voilà. Et notamment sur la question de la protection des données personnelles, par exemple, c'est absolument flagrant. Moi, j'ai pas mal discuté avec des gens d'un gros club de hacking allemand qui s'appelle le Chaos Computer Club, qui est un truc assez énorme. Hein. Ça a 4500 membres. Ils sont experts techniques auprès de la Haute Cour de justice allemande. Enfin, c'est des interlocuteurs qui ont pignon sur rue. Dont un des porte-parole avait été membre de l'ICANN. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Ouais. Et ils sont considérés comme des experts techniques sur toutes les questions de sécurité des systèmes d'information. Et ces gens-là, aujourd'hui, disent pas il faut aucune règle. Ils disent il faut trouver des modalités protectrices des utilisateurs. Alors, c'est pour ça que effectivement la mutation est peut-être celle-là, c'est-à-dire on
on est allé au bout de ce discours sur il faut aucune règle, parce qu'on se rend compte qu'aucune règle, ça peut aussi être la loi du plus fort, ça peut aussi être, disons-le, soit la loi des États-Unis, soit la loi de Google, qui ne sont pas exactement la même chose. Donc, pour moi, un très bon exemple, c'est une structure comme la Quadrature du Net en France, par exemple, qui est une association de défense des libertés des internautes. Ils se battent auprès du Parlement européen, par exemple, pour qu'il y ait des textes protecteurs des données personnelles des utilisateurs, ou pour défendre précisément la neutralité du net, mais l'inscrire dans les textes. Et on est beaucoup plus aujourd'hui dans des dynamiques ou en tout cas dans un questionnement de comment on inscrit effectivement tout ça dans la temporalité proprement politique, comment on fait en sorte qu'il y ait du débat autour de ça et comment on fait en sorte d'œuvrer pour le bien commun. Mais c'est pas un discours anti-régulation du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends en réalité assez peu. Et dire qu'il faut que les tuyaux soient bêtes, c'est pas le laisser faire. C'est comment est-ce qu'on réussit à inscrire aujourd'hui la défense de la liberté de circulation d'informations, ce qui est quelque chose d'assez différent. Juste une toute petite chose par rapport à ce que disait Gilles. Moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas totalement. Je vois par exemple les journalistes de Mediapart. Bon, ils balancent pas du tout leur scoop sur Twitter. Ça ne les empêche pas d'utiliser cet outil-là pour faire la promo de leurs articles ou pour intervenir de manière un peu plus personnelle, effectivement, que ce que permet une rédaction. Mais Twitter est un outil de circulation de l'information, mais pas forcément de... ça ne remplace pas le travail journalistique qui consiste à aller la chercher, à la rendre intelligible, la mettre en scène au sens noble du terme. Enfin, pour moi, c'est pas forcément contradictoire, si je puis dire. Enfin, c'est pas un... Je pense pas que ça mette en danger le modèle économique du journaliste, y compris indépendant, en fait. Peut-être. Oui, on va continuer tout à l'heure. Ça fait partie de ma réticence globale. Oui, non, mais je... Tu vas venir demain matin. Pardon ? Tu vas venir demain matin et on parlera comme ça des données. C'est vraiment un sentiment personnel. Hein. J'en fais pas une règle. Il a répondu à ma question incompréhensible de tout à l'heure. Là où une question, une remarque. Alors, bonsoir, Nolasco Wichi, je suis en formation BPJAPTIS. Vous parlez justement des données. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la chose. Je vais juste demander, est-ce que vous pensez que réellement les données peuvent être cachées, protégées ? Quand on emploie le mot cryptage, on emploie bien sûr le mot décryptage. Vous avez, discuté avec des hackers. Est-ce que justement les réseaux peuvent être réellement protégés ? C'est la question que je vous pose. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de... Alors ça dépend ce qu'on entend par protéger. Il n'y a jamais de solution, entre guillemets, bulletproof. Ça n'existe pas. De toute façon, il y a toujours des failles, quoi qu'on fasse, y compris souvent d'ailleurs des failles humaines. Mais est-ce qu'on peut protéger ces mails ? Oui, on peut. On peut pas forcément tout le temps, partout et ad vitam aeternam, mais oui, on peut. En fait, il y a une image, moi, que j'aime bien d'un journaliste spécialiste de ces questions qui s'appelle Jean-Marc Manac, qui travaille beaucoup là-dessus, et qui dit on ne peut pas échapper totalement à la surveillance, surtout si on devient une cible, là ça devient quand même carrément compliqué, mais on peut toujours se garantir un quart d'heure d'anonymat en ligne. Parce qu'il y a des outils qui existent pour ça. Et oui, les outils de cryptographie servent à ça. Un réseau comme le réseau Tor permet de surfer sur Internet de manière anonyme. Oui, il y a des outils qui existent. Ouais. Ils ne sont pas sans faille, parce que... Il y a suffisamment d'exemples de gens qui se sont fait, entre guillemets, gauler par la patrouille, mais souvent pour des erreurs humaines de base. C'était en général pas le programme qui était en cause. C'est plus du côté de l'humain que ça se joue. Mais bien sûr qu'il y a des outils. Stéphane, devant, avait une question. Si vous pouvez faire passer le micro devant. Et après, nous allons être bientôt au terme. Il est 8h20. Tout devant. Ça va vite, hein ? Ouais. Et ça tweet, hein ? Il y a une grande question après qui est où en est la liberté d'expression sur Internet ? On verra après. Ça, c'est du lourd, ça. Et vous avez 3 heures. On va manger, puis on revient. On fait une entracte, ça vous va ? On fait une entracte et on revient. Il y a de la bière, tout bien. Je vais faire simple. Il y a un peu plus de 10 ans, j'avais lu un bouquin qui s'appelait la géopolitique d'Internet. Tout à l'heure, tu as évoqué ce terme, où elle essayait d'identifier, elle regardait Internet
en prenant les grilles d'analyse de la géopolitique et en disant que finalement il y a tout à fait moyen de renationaliser et d'avoir un regard tout à fait nationalisé ou internationalisé de l'Internet, en commençant déjà par les infrastructures qui sont physiquement sur des territoires. Et, donc, voilà. Et du coup, elle évoquait un déséquilibre profond entre les États, enfin les nations, ce qu'elle appelait les nations, qui étaient structurées depuis des siècles et des siècles, les marchands qui eux aussi étaient structurés depuis des siècles et des siècles. Et elle nommait notamment l'OMC, enfin toutes ces instances-là. Et finalement, elle disait il y a un gros déséquilibre pour les internautes qui étaient les colons qui ont initié finalement ce cyberespace et qui finalement ne sont pas structurés, n'arrivent pas à répondre et à faire face à ces deux autres entités qui, elles, sont tout à fait structurées. Les Anonymous, pour moi, étaient un mouvement de structuration, mais il n'en est qu'un parmi d'autres, mais qui sont finalement assez petites. Et est-ce que finalement ce déséquilibre-là fait qu'on ne devient pas finalement victime de ces deux autres-là? Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à aller non pas sur la recherche de cette structuration, mais à me dire peut-être que les internautes, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir une culture numérique suffisante pour faire des choix éclairés dans le cyberespace et comprendre en gros ces enjeux-là, ces enjeux presque géopolitiques, pour ensuite dire, ben voilà, si je vais sur Facebook, j'y vais en connaissance de cause. Si je ne paramètre pas mes paramètres de confidentialité, je le fais en connaissance de cause. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de ça parce qu'on manque notamment de structuration et de culture numérique. C'est plutôt une réflexion, un avis. Gilles est d'accord. Yannick? Oui, et c'est le boulot que les ERIC font, bien évidemment. mais oui, il faut acculturer les gens, il faut les sensibiliser à toutes ces problématiques de sécurité, d'usage tout simplement, voilà, et non pas pratique ce coup-ci, mais à partir de leurs pratiques, essayer de restructurer un petit peu mieux les usages qu'ils peuvent avoir de ces outils qui sont mis à notre disposition. Et là, j'utilise outils au sens noble du terme, voilà. Ou large. Moi, Yves, ouais, peut-être une dernière intervention. Ouais. Bon, j'ai une interrogation un peu tordue, quoi, en fait. Je suis resté bloqué sur le début des échanges parce que j'étais assez interloqué sur. À un moment donné, un tweet est passé en disant les hackers font de l'éducation populaire. Bon, et c'est intéressant parce que vous parlez évidemment de la notion de passeur, de médiation, toutes ces choses qui nous confrontent au quotidien et qui nous interrogent. D'expression, on a parlé. Enfin, donc, si je comprends bien ce que font les hackers, je comprends bien ce que fait l'éducation populaire. Je connais les acteurs de l'éducation populaire, je connais un peu de hackers, et je constate que l'éducation populaire ne sait absolument pas ce que c'est que le monde du hacking, et que les hackers ont très peu de connaissances de l'éducation populaire. Comme si l'évolution, l'expression numérique mondialisée organisait les communautés en silos plutôt qu'elles se regroupent et qu'elles échangent ensemble pour vraiment contribuer à l'espèce d'acculturation. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une espèce de paradoxe qui me semble que chacun continue à prêcher et à creuser la terre dans sa paroisse, alors qu'il dit lui-même regardez, les autres font comme moi, on pourrait faire quelque chose ensemble. Mais pour le coup, en fait, je comprends bien ce que vous dites, mais pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord. C'est qu'en fait, j'ai au contraire l'impression, moi, que ça aurait plutôt tendance à se décloisonner. Et notamment, enfin, en ce qui concerne les hackers, je connais mieux le milieu hacker que le milieu de l'éducation populaire stricto sensu, mais moi, ce que je vois du milieu hacker, c'est que c'est un milieu qui a longtemps été assez clos, qu'il l'est de moins en moins, qu'il s'ouvre, qu'il se politise par la force des choses, parce qu'aujourd'hui, être sur Internet, c'est forcément se poser des questions politiques au sens large, des questions citoyennes, et que du coup, il s'ouvre par la force des choses. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens dans des hackerspaces qui organisent régulièrement des journées portes ouvertes, des séances pour apprendre aux gamins à coder. Il y a des associations qui font le pont entre les milieux éducation populaire et les milieux du hacking. Je pense par exemple à une association bretonne qui s'appelle Les Petits Débrouillards, qui justement essaie d'apprendre aux enfants à se réapproprier la technique, etc. Moi, j'ai tendance à trouver justement que l'usage du réseau va décloisonner. Alors, c'est pas du tout achevé, on n'en est qu'au début, mais je pense que c'est moins le cas que ça l'était il y a 10 ans. Enfin, en tout cas, dans les communautés que moi je fréquente, j'ai plutôt le sentiment qu'elles évoluent, qu'elles s'ouvrent et qu'elles se confrontent à l'autre, ce qui leur fait plutôt du bien, parce que, pour reprendre la question précédente, une des difficultés aussi, c'est que les gens qui... typiquement, pour reprendre le milieu du logiciel libre, que je connais aussi bien, la question de l'expérience de l'utilisateur et de sa facilité à prendre en main des outils a longtemps quand même été ignorée.
c'est quelque chose qui est relativement récent, que tout à coup on se dit, on va pas juste écrire du logiciel qui est vachement bien parce qu'il est libre et que tout le monde peut regarder le code source, etc. On va éventuellement faire des trucs que Madame Michu, pour utiliser un terme que même moi j'aime pas, peut éventuellement prendre en main sans avoir à paramétrer 12 000 trucs. C'est assez récent, ça fait partie de la réponse, mais pour moi c'est un signe, là encore, d'ouverture. C'est pas qu'une question d'acculturation. Enfin, il faut aussi prendre l'utilisateur de là où il est et lui faire des petits pas, sans forcément s'imaginer qu'il va taper des lignes de code ou des lignes de commande. Mais c'est des choses qui... Moi, je trouve que ça se décloisonne, au contraire. C'est peut-être parce que je suis très optimiste, j'en sais rien. Oui, et où peut-être l'éducation populaire n'est pas à l'endroit où on l'attendrait aujourd'hui. Ouais, mais où est-ce qu'elle est, c'est ça la question. C'est ça, où est-ce qu'elle est, elle est un peu perdue peut-être. Oui, non, mais j'espérais un peu ce type de réponse. Néanmoins, je trouve que ça conforte quand même chacun dans sa perspective, dans sa logique. Ça ne se décloisonne pas autant que ça, en fait. Parce que Madame Michu, qui peut bénéficier du logiciel accessible, à quel moment elle pourra comprendre l'importance du code source, de l'open source et du travail qui a été fait. Pourquoi elle ne le comprendrait pas? Et c'est un grand débat. À quel moment l'accessibilité pour elle... Et pourquoi elle aurait à la comprendre, oui. Pourquoi elle aurait à le comprendre? Et pourquoi elle aurait à ne pas le comprendre? Ok, merci Yves. Merci. On va attaquer demain matin à 9h30 autour des communs. Simon Sarrazin qui est descendu de Lille pour nous rejoindre. De 9h30 à 11h, les journées réuniques commencent aujourd'hui, demain et après-demain, ici à la Friche Belle de Mai, pour ceux qui nous ont suivis sur Internet. Et merci aux Twittos qui ont animé le mur derrière. Bonne soirée. Et merci à Superman alors.